Barbara Vogt, ancienne agente d'information pour le réseau des fermes en agriculture soutenue par la communauté et puis coordinatrice du réseau. À l'été 1995, j'ai embarqué dans le premier groupe, qui était un peu le groupe expérimental avec la ferme Cadet-Roussel pour tester la formule agriculture soutenue par la communauté. Puis Jean et Madeleine Roussel, comme beaucoup de fermiers du réseau, mais probablement ils sont des icônes par rapport à ça. C'était des gens d'une générosité incroyable, puis d'un sens de l'accueil et de la communauté, puis avec des valeurs humanistes formidables. Donc, je crois qu'ils ont beaucoup participé à insuffler ça aussi à l'origine du réseau. Une grande intégrité dans la volonté d'avoir un mode de commercialisation qui était aussi communautaire, qui était aussi humain, qui était aussi un lien entre les gens et pas juste un lien économique, mais un lien de communauté, un lien de solidarité, un lien de connaissance, un lien de partage. Ça, c'était très, très fort, ce côté-là au début. Ouais. On en a des légumes, des carottes puis des navots, des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges et vertes. Bonjour et bienvenue tout le monde. Ici Ghislain Jutras et vous êtes à l'écoute de Nos Racines, le balado du réseau des fermiers et fermières de famille, une réalisation de l'Odyssée bio de Gigi. Des betteraves puis des poireaux, des légumes. Bon, ben, nous voilà presque arrivés à Montérégie. Il a juste fallu faire un petit détour par les Pyrénées. Mais là, vous allez me dire, pourquoi aller aussi loin du Québec pour retracer l'histoire du réseau des fermières et des fermiers de famille? Ben, je vous avais promis que pour comprendre l'essence du RFF, on allait remonter jusqu'au bout de ses radicelles. Et rendu là, qu'est-ce qu'on y retrouve? Madeleine et Jean Roussel de la ferme Cadet-Roussel. Jean et Madeleine, ce sont deux immigrants d'origine française qui ont joué un rôle de premier plan dans la germination du réseau. C'est en quelque sorte un couple mythique qui constitue l'une des pierres angulaires du RFF. Ça vaut vraiment la peine de s'attarder au cheminement particulier de ces deux précurseurs et de s'imprégner de leur esprit pour bien comprendre une des sources de l'énergie rassembleuse qui se propage toujours dans le réseau, même quelques décennies plus tard. Alors, dans ce troisième épisode, on va explorer le parcours fascinant de Jean qui l'a mené à rencontrer Madeleine, puis, en équipe avec elle, à faire de Cadet-Roussel la ferme fondatrice du RFF. Disons-le, c'est grâce à eux que la formule des paniers bio, locaux et solidaires a pu être testée en 1995 par Équiterre, organisme qui s'appelait A-Seed à ses débuts. À ce moment-là, même si l'agriculture soutenue par la communauté, l'ASC, était pratiquée par une poignée de fermes au Québec, et ce depuis les années 80, ben, il n'y avait pas d'initiative structurée et collective pour promouvoir ce modèle émergent de mise en marché. Et il a fallu qu'une gang de jeunes adultes hyper motivés aille cogner à la porte de Madeleine et Jean pour tenter un projet pilote, lequel allait devenir le point de départ d'une grande aventure. Alors, sans plus attendre, commençons par le début. Cadet-Roussel a trois maisons qui n'ont ni poutre ni chevron. C'est poulailler et hirondelles, que direz-vous de Cadet-Roussel? Oh, 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 mais vraiment, Cadet-Roussel est bon enfant. Cadet-Roussel a trois beaux chats qui n'attrapent jamais les rats. Le troisième n'a pas de prunelle et monte au grenier sans chandelle. Oh, 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 mais vraiment, Cadet-Roussel est bon enfant. Je suis Jean Roussel. Autrefois, j'étais sur la ferme Cadet-Roussel, à Mont-Saint-Grégoire. J'ai pris ma retraite dans les Pyrénées, à Souex, un petit village dans les montagnes, où on fait encore un peu d'agriculture. Alors, je suis né en 1943, pendant la guerre, ouais, près de Lille, dans le nord de la France, sur une ferme en ville. Ouais. Et point de vue expérience agricole, on n'avait pas beaucoup d'expérience agricole ancestrale, quoi. C'était juste une expérience moderne. Ça manquait un petit peu. Donc, je suis pas un paysan. Mais bon, je suis devenu, malgré moi.
J'ai vécu à peu près 20 ans sur cette ferme-là. Et cette ferme-là, à un moment donné, mon père l'a vendue. On a émigré dans le centre de la France, dans le département de Lyon, pour travailler sur une ferme beaucoup plus grande, qui était une grande ferme céréalière et de vaches laitières aussi, 150 hectares. Et sur ces 150 hectares, on est arrivé en 1962 et on a quitté en 68. En fait, on était locataire et elle a été mise en vente. Et puis, pendant ces 6 années-là, on a fait 3 années en chimie et 3 années en bio. On était un peu des précurseurs parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de bio encore. On utilisait la méthode de Mère Boucher. On mettait des algues marines qui étaient broyées, ça s'appelle du zitotam. Et on en mettait dans le compost, on en mettait sur les plantes aussi, en poudrage sur les plantes. On faisait ça en catimini un peu. On n'en parlait pas plus qu'il faut. On s'entraidait avec les voisins, mais on leur disait pas vraiment tout ce qu'on faisait. Et ça aurait paru un peu saugrenu de dire aux gens qu'on mettait plus d'engrais, qu'on mettait plus de désherbants. Sûrement, ça aurait paru. Moi, je sortais de l'école d'agriculture, puis j'avais appris que ça, que la chimie. Puis moi, à l'école aussi, on m'appelait toujours Cadet et Roussel. On m'appelait pas Jean Roussel. C'était Cadet. Même, on m'appelait 2 Cadets en plus. Au lieu de dire Cadet, on m'appelait 2 Cadets. Ça, c'était le nom de la désherbant. Et de là, comme en 68, je devais me choisir un autre endroit pour travailler, puis m'installer. Alors, j'avais le choix de retourner dans le Nord ou bien partir ailleurs. J'ai regardé pour voir au Québec il y avait des possibilités parce que je voulais faire la culture des endives. Il n'y avait pas d'endives au Québec, donc ça m'a donné le goût d'aller là-bas. En 68, c'était au mois de mai, j'ai pris le dernier avion. Après, il n'y avait plus d'avion quand je suis parti. Il y a eu une révolte à Paris, mais il y avait les chars d'assaut autour de Paris, il n'y avait plus d'essence, tout était bloqué à Paris. Mais moi, j'ai pris le dernier avion. Après, on était 1 mois sans nouvelles. Et mes parents s'inquiétaient, d'ailleurs, ils ne savaient pas où j'étais rendu. Au début, quand je suis arrivé au Québec, il n'y avait pas encore des quotas. Puis il n'y avait pas beaucoup de céréales. Au Québec, il y avait juste de l'avoine, je faisais très peu de blé, pas de maïs, pas du tout de maïs au Québec. Et là, c'était que de la production laitière quasiment. Puis il y avait beaucoup de vaches, beaucoup de petites fermes. Puis j'ai travaillé 3 ans sur les fermes pour voir vraiment comment ça fonctionnait au Québec. Puis j'ai appris à faire le jardinage dans les terres noires. Mais c'était une culture vraiment basique. On faisait des radis, des oignons, des salades, tout en chimie, avec un maximum de désherbants et de fongicides. D'ailleurs, moi, j'étais le spécialiste quand je travaillais dans les désherbages et tout ça. Je faisais tous les arrosages, tous les traitements, tout ça. Au bout des 3 années, il a fallu que je m'installe. Autrement, je me dis, si j'achète pas un bout de terrain, je ne vais jamais rien faire au Québec. Et le gouvernement m'a prêté 20 000 $. Et j'ai acheté une petite ferme abandonnée à Mont-Saint-Grégoire. J'avais acheté la ferme 18 000 $, dans 71, 30 hectares. Puis avec les 2 000 $, j'ai construit 2 serres. Et c'est de là que c'est parti la ferme. Elle était tellement en piteux état aussi, c'était abandonné depuis 15 ans. Il y avait 30 hectares, il y avait 20 parcelles, et il y avait 20 tas de roches dans les parcelles. Dans les 20 parcelles, il y avait un tas de roches dans chaque parcelle. Et puis on ne pouvait pas se mettre des endives dans un terrain abandonné, plein de chiens dents. Ça a été long à mettre en route la ferme Cadet-Roussel. Enterrer tous les tas de roches, à drainer, tout ça. Ça a pris 6 ans. Mais en fait, j'étais tout seul, encore je n'étais pas marié. Donc, d'abord, mes parents sont venus m'aider à relever la ferme un petit peu. Pendant 3 ans, ils sont venus m'aider. Pendant 3 ans, j'étais tout seul. J'ai fait un peu d'endives, j'avais des serres de tomates et de concombres aussi. Et au bout des 6 ans, eh ben, là, je me disais, si jamais je rencontre personne, j'abandonne. Puis je m'en allais en Afrique. Parce que j'ai passé 6 ans au Québec. Plus 3 ans que j'avais travaillé, ça fait 9 ans. Ça voulait dire que j'avais été 4 ans, 5 ans dans la neige, sur 9 ans. Le froid, j'aime pas trop, vraiment. Puis là, j'avais rencontré plein de demoiselles, mais ils ne voulaient pas m'accompagner sur la ferme, qui était vraiment affreuse à ce moment-là. Il y avait, la grange était toute en lambeaux, la maison, il n'y avait pas de confort du tout, il n'y avait même pas de toilette, tout ça. Et alors,
Je travaillais à l'extérieur encore. Hein. Quand je faisais mes endives et tout, je travaillais sur 2 autres fermes. Je travaillais sur la ferme où il faisait beaucoup d'endives, du côté de la montagne. Puis je travaillais sur une ferme laitière. Je faisais le train, je traînais les vaches. Puis après, j'allais travailler sur la ferme de l'autre côté de la montagne. Puis chez moi, je travaillais juste la fin de semaine, puis le soir, s'il restait du temps. Alors sur la ferme laitière, une fois, je mangeais là le midi, puis là, une fois, il est arrivé une Chinoise, il vient de Montréal, et puis la Chinoise a raconté qu'elle avait rencontré une Française dans l'avion. Alors c'était Madeleine. Puis là, j'ai appris que la Française qui était arrivée en même temps qu'elle à Montréal, elle allait venir en visite le lendemain ou sur le lendemain. C'est cette demoiselle qui venait de Paris. Là, elle était enseignante à la Chambre de commerce à Paris. Elle enseignait la poissonnerie. Son père était poissonnier. Elle faisait les marchés. Donc, elle avait une bonne expérience de la vente, tout ça. Et puis, elle est arrivée, puis on nous a présenté, puisque moi, j'étais français, et puis elle française. Mais jamais j'aurais osé poser mon regard sur elle, parce que c'était une Parisienne. Et puis voilà, bon, moi, j'étais un petit paysan. Mais en fait, elle est revenue l'année suivante. Et là, elle avait peut-être un peu son idée, mais elle venait à Montréal pour voir sa sœur qui était à Montréal. Hein. Puis là, on se retrouvait, bien sûr. Elle est venue me donner un coup de main sur la ferme. Puis là, j'ai vu qu'elle était vraiment bonne pour le désherbage et tout ça. Je me suis dit, oh, ça peut faire l'affaire. Voilà. C'est de là un peu que c'est parti, tout ça. Avant de laisser Jean nous livrer la suite de ses mémoires, on pourrait prendre une petite pause pour écouter quelques mots supplémentaires sur les origines de Madeleine, elle qui nous a quittés en 2019. De leurs 4 enfants, Jean-Charles, Anne, Hélène et Marie-Paul, c'est Hélène, une maraîchère bio, qui prend le micro. Elle demeure justement avec sa famille et son père dans la maison de campagne où Madeleine passait ses vacances et puis sa retraite, soit en Ariège, dans les Pyrénées. Maman aussi, on la présente toujours comme ça, mais en fait, elle avait beau avoir des parents qui étaient dans le commerce à Paris, ses grands-parents, ils étaient à la montagne en Ariège. Ah oui, c'est ça. Et elle avait l'expérience de la vie à la campagne, de traire une vache, de marcher dans des sentiers difficiles, escarpés. Oui, c'est vrai. En fait, on nous a toujours mis l'image de la Parisienne, mais toutes ses vacances d'enfance, elle est visée à la montagne, et puis là, la France était peut-être en avance dans le monde agricole autour de Paris, mais dans le fin fond de l'Ariège, c'était pas la même. Hein. C'était le foin sur la tête. Oui, les bœufs qui travaillaient. Les bœufs, oui. Quand elle était jeune, ses parents l'envoyaient à la montagne parce que, comme ils étaient dans le commerce, ils ne voulaient pas avoir les enfants dans les jambes. Et puis après, comme elle avait beaucoup de vacances, elle passait beaucoup de temps dans les Pyrénées et tout ça. Et c'est comme ça que s'était rapproché de la campagne tout en étant à Paris. Puis à cette époque-là aussi, les gens ils avaient plus de contact avec la campagne que maintenant. Les gens de la ville avaient quand même encore beaucoup de contact avec la campagne puisqu'ils venaient de la campagne. Sa mère venait de la campagne. J'ai monté à Paris parce qu'il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus quoi vivre ici, mais au moins ça n'a pas monté à Paris. Personnellement, j'ai rencontré Madeleine brièvement lors de quelques grands rassemblements bien caractéristiques des festivités qu'elle organisait sur la ferme. Son entourage disait qu'elle était une personne accueillante, généreuse, méticuleuse, fonceuse, très cultivée, excellente cuisinière et très bonne vendeuse. Bref, Madeleine a été un vrai pilier pour sa famille, sa communauté et la ferme. Il paraîtrait même qu'elle disait souvent à la blague que son union avec Jean était un joyeux mélange des économies qu'elle avait réunies comme prof à Paris, avec les dettes que Jean lui avait cumulées en s'établissant en agriculture au Québec. En guise d'hommage, laissons s'envoler vers elle cette douce mélodie, tout en la saluant à travers les nuages. Je repasse maintenant la parole à Jean Roussel pour la suite du récit, main dans la main avec Madeleine. Et après, en 77, on s'est mariés, puis c'est là que la ferme a vraiment démarré. Puis là, on s'est installé. Mais alors, au bout de 3 mois, même pas 1 mois, que je travaillais à l'extérieur et puis en même temps que je travaillais sur la ferme, Madeleine a dit, ça marche pas, il faut arrêter ça. On va travailler sur la ferme, puis on va manger ce qu'on récolte.
J'ai pu travailler à l'extérieur. Après, je suis toujours resté sur la ferme. J'ai jamais pu travailler à l'extérieur. Au début, ça s'appelait Andivry Jean Roussel. Puis, Jean Roussel n'était pas tout seul, donc il fallait trouver un autre nom. Et Cadet Roussel, ça voulait d'accrocheur quand même. Les gens ont bien rigolé. Mais Cadet Roussel, c'était un personnage de l'époque de la Révolution. Et il s'habillait toujours avec des costumes spéciaux. Puis il parlait aussi, quand il parlait un peu comme moi, là. C'était le jargon de l'époque, un genre de patois un peu hors du commun, quoi. Puis, il y avait la chanson avec. C'est pour ça que ce nom-là était connu. Cadet Roussel a 3 chapeaux, les 2 ronds ne sont pas très beaux. Une 3e étape du corne de sa tête, il a pris la forme. Oh, 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 mais vraiment, Cadet Roussel est bon enfant. Cadet Roussel a 3 deniers, c'est pour payer ses créanciers. Quand il a montré ses ressources, il les resserre dans sa bourse. Oh, 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 mais vraiment, Cadet Roussel est bon enfant. À un moment donné, on avait 5 hectares d'endives. Mais après, on a diminué les endives parce que c'était trop casse-cou, les endives. Il y avait trop de problèmes. Et on s'est diversifié tout de suite après. Sur la ferme, à Mont-Saint-Grégoire, je faisais du sarrasin, je faisais du soja, je faisais toutes sortes de cultures, hein. Le seigle, le blé, l'avoine, même le chanvre. On a fait tout ça. Hein. Et avec la diversification, ça allait beaucoup mieux. J'avais 70 hectares, presque 50 hectares en céréales et 5-6 hectares en légumes. Et ça marchait assez bien parce que mon épouse était très bonne vendeuse. Alors, on vendait tous nos produits en direct à Montréal, soit dans les magasins, les restaurants, les petits groupes de consommateurs qui étaient regroupés dans des ambassades, dans des garages, dans des écoles. On vendait vraiment tout bien nos légumes, mais le problème, c'est que on avait quand même un peu de difficulté à avoir une stabilité dans nos rentrées d'argent parce que comme on avait de la main-d'œuvre, on avait 5-6 personnes d'employés quand même. Et on avait une grosse marge de crédit à chaque année, au début de l'année, puis on la remboursait à la fin de l'année. Puis ça se faisait, mais on a eu 2 années difficiles. On a dû réhypothéquer la ferme parce qu'en fait, la ferme elle n'a jamais été à moi, la ferme. Je l'ai toujours hypothéquée. En 95, ça faisait 5 ans que la ferme était en Vietnam. Puis là, un jour, Jean-Charles est parti aux États-Unis avec des gens de Montréal. Il avait été à des conférences, je crois que c'est biodynamique, et il parlait des paniers là-bas beaucoup, du système des paniers et des consommateurs qui étaient impliqués dans les fermes. Quand il est rentré aux États-Unis, Jean-Charles m'a dit « Ta ferme, elle n'est pas biodynamique. » Ah bon? J'ai dit « Pourquoi? » Parce que les consommateurs sont pas impliqués dans ta ferme. Ah bon? Alors je dis « oui, je sais, mais tu crois que c'est facile, toi, d'aller chercher du monde, les impliquer dans la ferme, là. » Et puis, bon, c'était resté là, mais pas longtemps après, peut-être 2 semaines plus tard, il y a Laure Varideg qui est arrivé avec un groupe de Montréal, on était 5. Puis là, ils m'ont demandé « Jean, tu pourrais pas nous faire des paniers? » Je dis « Oui, je veux bien. » Puis je savais le système, je connaissais le système de panier parce que j'en avais entendu parler à la Généreuse, une des premières femmes biodynamiques qui ont commencé en 90 en même temps que nous. Et puis on allait souvent à des rencontres d'été et d'automne chez eux. Et j'avais entendu parler qu'ils faisaient des paniers, mais pas plus que ça. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il en était. J'ai vraiment appris quand on a commencé nous-mêmes à en faire. Je savais que bon, les gens s'appliquaient, mais jusqu'à quel point, je savais pas. Donc, on n'a pas été étonné un jour de voir Laure arriver avec des jeunes de Montréal pour nous exposer le système des paniers. Là. Et on a embarqué tout de suite puisqu'on la connaissait très bien. C'était les parents de Laure, c'était nos meilleurs amis. Ils étaient d'origine suisse. Hein. Alors là, les 5 jeunes me disent on va commencer avec 20 paniers. Puis les gens vont te les payer d'avance. On avait discuté de ça près du bois, là où il y avait le petit lac. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit ça à Madeleine. Madeleine dit si tu veux, on va faire des paniers. Oh, tu crois que ça va marcher, ça? Je n'étais pas sûr. Hein. Puis finalement, bon, ça
On a tout de suite voulu embarquer parce que c'était quand même une possibilité intéressante pour nous de voir une mise en marché différente. C'était un rêve de penser ça. Que c'est pris cette ampleur-là, on n'aurait jamais cru que ça aurait pu prendre une ampleur comme ça. Jamais. Ça paraissait assez farfelu comme idée. Et puis en fait, je pense bien que ça a sauvé la ferme quand même, parce que autrement on n'aurait pas pu continuer à avoir une mise en marché comme ça, comme on avait avant, parce que le bio, bon, c'était pas facile de distribuer le bio à Montréal comme ça. Et moi, j'ai toujours cru que si on n'avait pas eu des ASC, la ferme n'aurait pas pu continuer, c'est sûr. Ça n'aurait pas été pareil. Ça aurait été bien plus dur, ouais, c'est sûr. En tout cas, je suis content d'avoir participé à ça. Vraiment, c'est vraiment un plaisir de mon existence. Je crois que plusieurs personnes sont aussi bien contentes que Madeleine et Jean aient eu l'audace d'accepter l'offre de Laure Varibel et ses compatriotes. Aujourd'hui, avec quelques 500 paniers livrés, été comme hiver, c'est vrai que les choses ont pris de l'ampleur à la ferme Cadet-Roussel. Tout comme le réseau des fermiers et fermières de famille, qui est parti d'un projet pilote avec une seule ferme et qui en compte aux alentours de 200 maintenant. Alors, levons nos verres de terre bien haut à tous ces gens qui ont joint les rangs, la famille Roussel et tous les suivants. Autre fait notable, Madeleine et Jean sont les premiers dans le réseau à avoir réussi à transmettre leur ferme à une relève familiale, c'est-à-dire à leur fille Anne, le tout par le biais d'une fiducie d'utilité sociale agricole, une FUSA. Pour en apprendre davantage sur ce processus-là, je vous conseille fortement d'écouter les 2 épisodes du balado Les Agricoles, dans lesquels Anne Roussel est interviewée. C'est sur cette recommandation qu'on se quitte. J'espère que vous avez pu en apprendre davantage sur les pionnières et les pionniers qui ont ensemencé le RFF. Mais ce n'est encore que le début, car on se retrouve dans le prochain épisode de À l'écoute de nos racines, en compagnie de l'équipe dynamique qui a coordonné les premières saisons de panier au sein d'Équiterre. À bientôt pour la suite de l'Odyssée Bio!